matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis donc très heureuse de recevoir le professeur Raoult. Bonjour professeur Raoult. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes microbiologiste mondialement reconnu, créateur de l'IHU Méditerranée, infection de Marseille. Vous avez écrit déjà plus d'une trentaine d'ouvrages. Vous avez reçu pour ce livre sur les antibiotiques, ni diaboliques ni automatiques. Et aujourd'hui, vous présentez ce livre Homo Chaoticus, révolution dans l'évolution, chez Michel Lafon. Et vous revenez notamment dans cet ouvrage sur la théorie de l'évolution de Darwin. Et je vais citer un extrait de votre livre pour commencer, justement. Vous dites « Quoi qu'il en soit, la théorie darwinienne est devenue un phénomène de religion, typique de la tendance humaine à l'idolâtrie. » On va revenir sur cette tendance humaine à l'idolâtrie. Lorsqu'on a commémoré les 150 ans de la théorie de l'évolution de Darwin en 2017, un délire s'est emparé de toute l'Europe. Darwin est devenu un des prophètes de la science. D'ailleurs, vous expliquez que c'est à ce moment-là que vous avez repris son livre « L'origine des espèces » et que donc vous avez commencé à travailler sur le sujet. Quel est ce délire? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il y a plusieurs choses qui se sont mêlées. C'est une forme de syncrétisme. Vous savez ce que c'est le syncrétisme? C'est un mélange de religions. D'accord. Donc, Darwin, contrairement à ce que les gens qui l'idolâtrent ont pensé, n'était pas du tout un athée. C'était un homme très religieux, il voulait être pasteur. Et on est arrivé à un moment où l'observation, comme toujours, hein, la science est basée sur l'observation, pas sur les hypothèses. Les hypothèses viennent après les observations, elles sont toujours fausses de toute manière, c'est juste une question de temps. C'est de nouvelles observations qui les rendent fausses. Oui. Et l'observation à ce moment-là, c'était les fossiles. On trouve plein de fossiles dans le monde et on essaie d'expliquer ce que sont les fossiles. Et il va y avoir au XVIIe siècle, les fossiles. Au XVIIe siècle. Il va y avoir deux grandes manières d'évoquer les fossiles. Qu'est-ce que sont les fossiles? En France, le porte-parole du catastrophisme, c'est Cuvier, qui dit les fossiles sont des espèces disparues sous l'effet de catastrophes. Il va même jusqu'à quantifier le nombre de catastrophes en disant il y a eu 9 catastrophes qui se sont passées. Et là aussi, c'est déjà du syncrétisme d'une certaine manière, puisqu'on retrouve ça dans les textes des 3 grandes religions du livre, avec le Babel, Noé, etc. Et de l'autre côté, revient une partie de la théorie de l'évolution qui avait été oubliée pendant 1500 ans, qui est « tout change tout le temps ». D'accord? Et le « tout change tout le temps », c'est... C'était déjà en fait, une théorie grecque, mais qui avait complètement été mise de côté parce qu'elle ne correspondait pas aux critères, on va dire, de pensée ou de culture de l'époque. C'est ce que vous expliquez. Oui, c'est-à-dire que... Je vais bien parler de philosophie, mais je ne veux pas vous embarquer trop loin. Non. Pour essayer de simplifier la philosophie, ce que nous savons de la philosophie grecque, il y avait l'école ionienne, turque si vous voulez. Moi, ce n'est pas étonnant que je sois proche de ça, parce que Marseille, vous savez, a été fondée par les Ioniens, par les Turcs, grécophones. Et puis les Atticiens, c'est-à-dire ceux qui étaient ceux d'Athènes et du continent grec, et du pays grec. Les Ioniens étaient... ceux qui nous sont les plus connus maintenant sont Héraclite et Démocrite, qui avaient une pensée scientifique qui est très proche de la nôtre actuellement. Et puis, de l'autre côté, il y a Socrate. Mais Socrate, on lui fait dire ce qu'on veut parce qu'il n'a rien écrit. Platon et puis Aristote. Et ça, c'est ce qui va être cohérent avec finalement la nouvelle religion que va être la chrétienté. C'est-à-dire que, les espèces sont fixes, il n'y a plus d'évolution, alors que Héraclite dit on ne se baigne jamais 2 fois dans la même eau, c'est la foudre qui gouverne, il a une vision du chaos, et du mouvement permanent, que la réalité
à laquelle on croit maintenant. Hein. Et puis, de l'autre côté, il y a Aristote qui dit non, c'est fixe, ça ne bouge pas, c'est la même chose, qui revient à la Genèse, si vous voulez, et qui est donc compatible avec la Genèse. La Genèse prise au premier sens du premier sens, c'est non interprété. Oui. Et donc ça va tenir, et donc Aristote va devenir le philosophe de la chrétienté. Voilà. Et donc, ça va tenir jusqu'à la Renaissance, hein, quand même. Donc, c'est très, très long. Et le reste, malheureusement, va disparaître, ou quasiment. Oui. Il ne reste pas grand-chose du reste. Il y a quelques sentences qui sont, mais suffisamment. Moi, j'ai lu un petit livre d'Heidegger qui fait, je sais pas, 300 pages sur 4 aphorismes d'Héraclite, c'est-à-dire que la puissance d'Héraclite intellectuelle, et c'est justement le tournant intellectuel qui va se passer au 19e, celui-là, c'est la redécouverte, la découverte à la fois des philosophies orientales et la redécouverte des philosophes ioniens. Alors, si on reprend dans l'ordre, comme on avait dit, on est à la découverte des fossiles qui bouleversent un peu quand même ce petit monde. Ouais. 17e siècle, là, on a Cuvier qui nous dit, bon, ce sont des espèces disparues, boum, il y a eu un chaos. Un chaos, on va dire, et donc de nouvelles espèces sont apparues. Et puis, il y en avait un deuxième, pour reprendre le fil, qui était plus sur la théorie de l'évolution, un peu à la Darwin, qui est Lamarck. Qui est Lamarck avec... Non, Lamarck, c'est plus intelligent, déjà. Lamarck, il dit quelque chose qui est crédible, que je ne crois pas, mais qui est crédible, qui est, écoutez, les espèces s'adaptent. Oui. D'accord. Et donc, il y a une adaptation de l'espèce aux conditions de l'écosystème, et cette adaptation va se transmettre à la descendance. Et il y a quelques éléments qui ne sont pas faux dans cette pensée. Darwin, lui, il rentre dans le conflit, dans un conflit contre la pensée de Cuvier, qui se passe exactement en même temps que le conflit géologique. Et en géologique, il se passe exactement la même chose. Est-ce que la géographie a évolué par le chaos ou ou graduellement. Et donc, Darwin répète sans arrêt, la nature ne fait pas de sauts, ce qui est complètement idiot. La nature passe son temps à faire des sauts. Et, si vous voulez, bien entendu, si on reprend maintenant, avec 2 siècles de retard, ce que l'on peut penser des fossiles, bien sûr, c'est Cuvier qui a raison. Il n'y a pas de descendants aux dinosaures, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Les dinosaures n'ont pas évolué. Oui, parce que là, d'un seul coup, vous sortez, il n'y a pas de descendants de dinosaures, donc, parce que nous, on se dit, les éléphants, c'est la suite des mammouths et tout ça. En fait, vous dites, il n'y a pas une descendance, une progression. Non, pas du tout. Non. Il s'est passé quelque chose. Bien sûr. Il y a une espèce qui a disparu pour une raison ou pour une autre, mais il y a une quantité d'espèces qui disparaissent. Maintenant, on est en train... Alors, on comprend en grande partie, c'est nous qui avons changé l'écosystème, mais on a détruit, les hommes ont détruit 90% des espèces vivantes. Donc, il y a eu puis les glaciations, les périodes de glaciation, il y a des animaux qui n'étaient pas adaptés aux glaciations. Un des éléments les plus troublants dont je parle, c'est celui de la disparition des équidés, des chevaux. Les équidés se sont développés en Amérique. Donc, il y avait 8 ou 9 espèces d'équidés différentes qui ont migré, en particulier à l'époque où il y avait une porosité entre l'Amérique et l'Asie. Ils ont migré, et puis il s'est passé quelque chose. Tous les équidés sont morts en Amérique. Tous. Catastrophe. Ça, c'est une vraie catastrophe. C'est un chaos. C'est pas une évolution du tout. Et si vous dites que c'est la sélection naturelle, ça veut dire que... Ils ne sont pas adaptés à ce Ils ne sont pas adaptés à l'Amérique. Mais il a suffi de mettre quelques couples de chevaux espagnols pour que vous ayez l'impression qu'il y a toujours eu des chevaux aux États-Unis, ce qui est complètement faux. Mais il est resté que 2 sur les 8. Il n'y en a que 2 qui ont survécu, le zèbre et le cheval, qui sont venus dans l'Ancien Monde et qui sont les 2 seuls qui restent. Les autres ont disparu complètement. Et on ne sait pas pourquoi ils ont disparu. Donc il n'y a pas...
ceux qui sont restés n'étaient pas plus évolués, n'étaient pas plus adaptés. Il s'est passé une catastrophe. Et cette catastrophe, les catastrophes que l'on connaît et qu'on est capable d'identifier, c'est les massacres, y compris chez les hommes. Bien sûr, c'est vrai chez les hommes aussi. Hein. Les massacres, les gens qui venaient de l'Est, d'ailleurs. Les massacres. Ouais. Alors, soit les barbares de l'Est, soit les pirates. Ça détruit des civilisations entières. Toutes les civilisations urbaines ont disparu quand même, toutes, hein, donc de manière chaotique. Parce que c'est un peu aussi votre conclusion, la fin de la civilisation urbaine, en tout cas la mise en danger de la civilisation urbaine. On va revenir sur ce sujet. Et puis les maladies, c'est-à-dire qu'on sait par exemple que quelque chose qu'on sait parce que c'est récent et parce qu'on a identifié le microbe, c'est la peste du Moyen-Âge. Ça a tué 50% de la population européenne. C'est énorme. Un autre germe aurait pu en tuer 100%. Enfin, donc, on sait que les catastrophes existent. Ça, on sait que c'est vrai. Oui. L'évolution, personne ne la connaît, personne ne l'a jamais vue. On sait pas. La seule évolution qu'on connaisse, c'est celle qui est forcée par les humains. C'est-à-dire, vous pouvez créer des grands chiens, des petits chiens, en remodelant par vous-même, ou des chats tigrés ou des chats noirs. Ça, l'humain peut manipuler les animaux pour en faire des sous-espèces. Mais la création d'espèces en soi, et puis je vais vous génétique, oui, vous allez revenir là-dessus. Oui. Non, juste avant, pour continuer de rester un tout petit peu sur Darwin avant qu'on aille sur ce que vous avancez vous. Darwin, c'est intéressant parce que vous quand même vous balayez beaucoup de choses que même nous on a pu apprendre à l'école. Donc on ne descend pas du singe. Non, le singe, c'est une branche différente de nous. Non, mais c'est quand même bien de le dire, parce que, enfin, je veux dire, il y en a encore beaucoup qui énoncent ce genre d'éléments. Non, mais c'est une branche différente de nous, mais comme les gens disent que les oiseaux descendent des dinosaures, c'est idiot. Il y a une origine, il y a un certain nombre de gènes qui sont en commun. Bien entendu, on n'a pas du tout le même pool de gènes, sinon les oiseaux seraient des dinosaures, c'est idiot. Et sur l'évolution de l'homme, vous-même, vous dites, là, ce qu'on a fait, cette progression avec l'homme de Néandertal et tout, c'était n'importe quoi aussi. N'importe quoi, oui. C'est-à-dire, c'est quoi la vérité? Ou on ne connaît pas exactement le... La vérité, on ne la sait jamais. La vérité avec un grand V. Non, mais alors, la paléontologie, si vous voulez, de l'homme, c'est comme Darwin, c'est comme l'évolution. Vous savez, c'est des romans historiques, c'est Jules Verne. Oui. C'est pareil que Jules Verne. Donc, moi, ça m'a amusé beaucoup. Hein, j'ai entendu... C'est le récit national oui, c'est un récit. Oui. Alors, on vous raconte, ils ont inventé le feu, les Néandertals, ils étaient un peu plus idiots qu'eux. Alors, Néandertal était blond aux yeux bleus, vous dites? A priori, c'est ce qu'on pense. Et puis surtout, ce dont on s'est rendu compte, vous êtes très néandertalienne, ce dont on s'est rendu compte quand on a commencé à faire de l'analyse génétique humaine, on s'est rendu compte qu'en réalité, tous les Indo-Européens étaient un mélange de Néandertal et de Cro-Magnon. Oui. Un mélange plus important. Je ne sais pas si tu dois prendre bien la réflexion d'avant, là. Je vous attends. Et donc, ils ont... À quel moment je vois le lien? Les humains les humains de cette partie-là, entre 2,5 et 4% de Néandertal. Donc, Néandertal n'a pas du tout disparu. Il a eu une mixité, ils se sont mélangés avec les Cro-Magnons. Et puis, il y avait une autre partie des humains qui viennent de Sibérie, qu'on a appelé Denisova, et ceux-là, ils peuvent atteindre jusqu'à 15% de la population des Mélanésiens et des Polynésiens. Et donc, vous voyez, les Mélanésiens, c'est très intéressant, parce que ce monde, comme les hommes sont simples. Je dis simple, pour être très poli. Les Mélanésiens sont très foncés, et donc il y a beaucoup de gens qui pensent. Moi, j'ai des scientifiques que je connais qui m'ont dit encore que les Mélanésiens venaient d'Afrique. C'est pour ça qu'ils étaient noirs. C'est pour ça qu'ils étaient très foncés. Les Mélanésiens, ça veut dire qu'ils sont noirs. Ouais. Ils sont plus foncés d'ailleurs que la plupart des Africains foncés. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. En réalité, c'est un mélange de Denisova, dont on ne sait pas quelle était la couleur, parce que Denisova, tout ça, ça a été analysé sur un morceau de phalange. Oui, c'est ça. C'est ridicule. Donc,
on a fait un bond dans la connaissance récente et on sait qu'il y a au moins un 4e hominidé, donc on sait qu'il y a Néandertal, Cro-Magnon, Denisova, on sait qu'il y a au moins un 4e hominidé parce qu'on trouve des gènes dont on ne sait pas la source. Et donc, tout ça, les paléontologues, à chaque fois qu'ils trouvaient un os, ils ne pouvaient pas s'empêcher de raconter une histoire. Donc, je trouvais un os, je vous raconte une histoire. Ouais. Et donc, l'histoire, elle n'est pas compliquée. Et comme elle était darwinienne... Donc, elle correspondait à la doxa, on va dire, pour reprendre un terme à la mode. C'est-à-dire le triomphe du plus fort, si vous voulez, le triomphe définitif du plus fort. Hein, c'est qui allait bien avec l'Angleterre qui, à l'époque, dominait la moitié du monde. Donc les Anglais pensaient que c'était pas du tout par hasard, c'est parce qu'ils étaient les meilleurs. Oui, non, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, vous l'expliquez très bien tout au long du livre, ce mélange entre la science et la culture politique, en fait. Et que une découverte ou une pensée scientifique ne fonctionne que quand elle est en écho avec une certaine culture, on va dire, et religieuse et politique. Et même ça, il y a des choses qui sont scientifiquement maintenant prouvées. Depuis peu de temps, on a l'expérience qui a montré ça, mais quand vous savez qu'il y avait la grande querelle entre Bohr et Einstein, si vous voulez, vous savez que la matière peut se transformer en énergie pure et vice-versa, ce qui est déjà complètement incompréhensible, d'une part, et d'autre part, que la forme qu'elle prend se fait au hasard, pour ce que l'on comprend du hasard. Oui. Ça, c'est une chose qui est incompréhensible, qui a 100 ans, et que nous ne sommes toujours pas capables d'intégrer intellectuellement. D'accord ? Alors, je vais aller maintenant. Donc, on a compris que Darwin, alors il y a plusieurs choses. Darwin, l'arbre de vie, hein, on part tous du même truc et on se développe en plusieurs branches. Et puis, ce côté aussi, en effet, c'est le plus fort qui gagne, d'une certaine façon. Tout ça, vous le balayez parce que vous intéressez notamment aux microbes, puisque c'est votre spécialité. Vous pouvez démonter cette théorie de Darwin et vous montrer qu'il y a des transmissions et des évolutions qui se font, mais de manière pas forcément génétique, mais infectieuse, en fait. Oui, ça veut dire que ça, on le sait. Le problème de l'évolution, c'est qu'actuellement, c'est un tel monstre, Darwin. Moi, je me suis fait vraiment engueuler quand j'ai commencé à dire, vous savez, c'est tout faux, ce truc. Hein. Ce ne serait pas la première fois que vous déplaisez. Vous retournez... Vous avez remarqué que ça ne me gêne pas tellement. Ouais. Mais... On a la preuve de ça. Je vais vous donner 2 exemples, un sur l'évolution tout court et 2 sur la transmission. Vous avez des enfants ? Oui. Donc, vous avez eu un placenta. Oui. Ce placenta, il est lié au fait qu'il y a un virus qui a colonisé vos ancêtres. Ce virus, c'est le même virus très très proche du virus du sida qui permet la fusion des cellules. Et si vous ne fusionniez pas ces cellules, vous ne pouvez pas avoir de placenta. Donc les mammifères, écoutez bien, ça c'est compliqué et c'est la preuve même de ce qu'est l'évolution. Dans les mammifères, il y a 3 groupes de mammifères. Il y a les mammifères qui pondent des œufs, d'accord ? L'ornithorynque. Eux, bien sûr, ils n'ont pas de placenta. Donc ça, ça date, les mammifères, les animaux, ça date de l'invention de l'amnios, c'est-à-dire le liquide qui va permettre de faire vivre. Mais ensuite, l'amnios va être enfermé dans un œuf, d'accord ? Puis il y en a qui vont garder les œufs, les oiseaux, etc. Chez les mammifères, il y a ceux qui vont garder les œufs, ils n'ont pas de placenta. Et puis, il y a ceux qui vont amener leur fœtus à une toute petite taille, mais non viable. Et là, le fœtus va migrer dans une poche. Et ça, c'est le marsupial. D'accord ? Et puis, il y a ceux qui vont être colonisés par ce virus, qui vont faire du placenta. Et ça, on voit que c'est épidémique parce que dans la géologie, dans la dérive des continents, il y avait un continent qui comprenait autrefois l'Australie et le sud de l'Amérique du Sud. Et il n'y a que là qu'il y a des marsupiaux. Il n'y a pas de mammifères. C'est-à-dire que l'épidémie a touché
la partie est ancienne, hein, elle a touché la partie des animaux. Donc il existait bien des animaux. C'est pas les marsupiaux n'ont pas évolué vers des mammifères et mammifères vers des marsupiaux. C'est idiot. Ils ont été infectés ou pas infectés. Et cette infection, bien entendu, elle a infecté toutes les espèces de mammifères qui étaient à cet endroit-là. Qui sont devenus des mammifères avec placenta. En fait, l'infection permet l'évolution. L'évolution, je ne sais pas ce que c'est. Oui, mais pas le terme d'évolution. En tout cas, elle change les choses. Je vais vous donner ce même exemple hein, des rétrovirus est en train de se dérouler sous nos yeux chez les koalas. Hein. Chez les koalas, il y a maintenant deux populations. Une population qui a intégré le virus du sida. Ils avaient un virus du sida hein, qui leur donnait une lymphome, etc. Sexuellement transmis, etc. Il y a une partie qui maintenant transmet ça de parents à enfants et qui n'est plus sensible au virus. Ça a été observé dans 2 aux États-Unis, un à San Diego, un à San Francisco. Et l'autre qui reste sensible et qui meurt et qui disparaît. D'accord ? Celle qui est sensible disparaît. Celle qui l'a intégrée va devenir une autre espèce. C'est une autre espèce, c'est pas la même. D'accord ? Et nous, on sait, vous en faites partie, je m'excuse de vous prendre comme exemple. Ça fait 2 fois. Nous avons récemment, les humains ont été infectés par un nouveau virus qui circulait, qui s'appelle le virus herpès 6, qui donne une maladie banale de l'enfant. Et certain herpès 6 qui se balade dans toutes les cellules, de temps en temps va dans les cellules germinales, les ovules et les spermatozoïdes, et il transmet aux enfants. Et il y a 5% de la population humaine qui a des séquences de ce virus dans son génome. Maintenant. Donc, ce que je vous dis, c'est après, ce qu'on peut discuter, c'est la part que ça représente, mais le fait que ça existe, c'est une évidence. Et donc, ça veut dire qu'après, c'est une espèce, vous la qualifiez d'espèce différente, comme vous avez dit pour les koalas, ou pas encore? Parce que justement, c'est encore minime. Ça va dépendre de l'endroit dans lequel ça va se déposer. Oui. C'est ce que j'explique, c'est quelque chose qui est totalement inconnu et qui devrait être connu, mais on a un niveau... Vous savez, quand j'ai commencé mon émission à moi, on a le droit d'être intelligent, c'est parce que j'étais effrayé de la distance qui était en train de se passer entre le savoir, si vous voulez, et le truc. D'ailleurs, vous savez bien, on a eu un ministre de la Santé qui m'a dit à moi que les virus ne mutaient pas quand même. Enfin, vous parlez d'Olivier Véran, je précise. Donc, quand même, ça veut dire qu'il existait bien un gap, et ça faisait pas longtemps qu'il avait fait ses études, ce pauvre garçon. Donc, ça veut dire que maintenant, dans le génome... Bon, après, entre ce qu'il pense et ce qu'il dit, il y a peut-être aussi une différence. Non, c'est un ignorant. Hein. Non, il est complètement ignorant. C'est la preuve que on a une difficulté à faire suivre la population, y compris celle qu'il devrait, des connaissannes que nous avons. L'homme, je vous ai parlé de l'herpès, mais l'homme, vous le savez probablement pas, mais je vais essayer de le simplifier. Il y a 1%, il y a probablement aucun génome humain, quoi qu'on dise depuis 20 ans, qui a été séquencé entièrement. On ne connaît pas entièrement le génome humain. Pour une raison, c'est parce qu'il y a 1% de notre génome, c'est-à-dire de nos chromosomes, qui sert à quelque chose qu'on comprend. Le reste, c'est des petits bouts de séquences répétés, parfois à des niveaux absolument inouïs. C'est-à-dire celui qui est le plus répété, c'est un petit transposome qui fait 300 bases. C'est tout petit, 300 bases. Hein. Un gène, ça fait 3000 bases. C'est tout petit. Et ce transposome, il est répété 1 million de fois. Il fait 10% de votre génome. Vous avez 10% de votre génome qui est composé de ce truc dont on ne sait pas à quoi il sert. Oui. Une des rares choses, ça, je vais vous reparler de vous, dont on sache à quoi il peut servir, c'est que vous n'avez pas de queue comme les singes. Oui, il paraît. C'est parce que un de ces transposons s'est mis dans un gène qui avait déjà ce transposon, il s'est collé à l'autre transposon et il empêche l'expression de la queue chez vous. Voilà. Oui.
Et donc, il y a une séparation qui s'est faite avec les grands singes qui n'ont plus de queue. Peut-être, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus malins parce qu'ils n'ont pas de queue. S'ils avaient une queue, ils seraient peut-être encore plus intelligents. Non, c'est rien, vous voyez. Mais ce qui est important, si on revient à nos actualités, par exemple le Covid ou la vaccination, ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que en prenant en considération toute cette, alors c'est pas évolution, mais ces transformations qui peuvent se dérouler et sur la chaîne animale et sur la chaîne humaine, n'importe quelle modification, qu'elle se fasse par un virus ou qu'elle se fasse par la main humaine, donc par un vaccin, peut avoir une répercussion considérable sur sur l'homme, en fait, sur l'espèce. C'est-à-dire que ce qui est transmissible, on ne connaît pas la limite de sa transmissibilité. On ne sait pas si ça peut toucher toute la population ou pas. Je vous dis, vous voyez, la peste, ça a tué 50% des... Le vaccin, ça dépend aussi du nombre de vaccins que vous allez faire. Mais je vous donne un exemple qui est d'actualité. Moi, je suis hostile, je l'ai écrit depuis un certain temps, si vous voulez... au seul vaccin, au seul virus que l'homme ait construit au laboratoire et qui soit transmissible, qui est le virus de la poliomyélite vivant. Le mort, non. Moi, je l'ai reçu. Tous les gens qui l'ont reçu, personne n'a eu de problème majeur. Très bien, on ne fait pas de poliomyélite. Mais l'OMS et Bill Gates se sont mis dans l'idée, non pas, un peu comme dans le Covid d'ailleurs, c'est le même principe, non pas d'empêcher les gens d'être malades, parce que ça marche très bien, le vaccin injectable, mais d'éradiquer le virus, d'empêcher le virus de vivre, sans soupçonner que le virus est probablement plus malin que Bill Gates. Et donc, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que le virus change sans arrêt, et vous pouvez toujours courir après, et vous courez après pendant un certain temps, je vous le dis, parce qu'il change. Oui. D'accord ? C'est ce qui s'est passé avec le virus de la poliomyélite. Alors, tant qu'il y avait beaucoup de poliomyélite, ça a diminué le nombre de poliomyélites, mais on a balancé des centaines de millions de virus vivants dans du tube digestif dans lequel il y a des virus qui sont très très proches. Et maintenant, nous, on le sait, c'est des choses que j'ai appris dans le Covid. C'est pour ça que ça m'a beaucoup embêté le Covid, mais ça m'a appris aussi beaucoup de choses. C'est que les virus à ARN, très proches de virus de la poliomyélite, se recombinent. C'est-à-dire que s'il trouve un virus qui est proche de lui, il peut prendre un bout de l'un, un bout de l'autre. Et vous voyez que l'évolution, ça cesse là d'être darwinien, c'est la conjugaison de deux espèces différentes. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe pour la poliomyélite, c'est que il y a plein de virus très proches du virus de la poliomyélite dans nos tubes digestifs, et de temps en temps, pof, ils se mélangent. C'est le nouveau front populaire de la cellule. Voilà, ils se font un nouveau virus, et vous voyez que la poliomyélite de Gaza, là, c'est un virus vaccinal. C'est pas un virus, non, c'est pas un virus banal, c'est pas un virus ordinaire, c'est nous qui l'avons inventé. C'est ce que vous avez dit hier chez Pascal Pro. Je crois que ça a créé une certaine gêne. Justement, je voudrais qu'on revienne là-dessus. C'est-à-dire, vous dites que c'est un virus vaccinal, c'est nous qui l'avons créé. Or, il fait des morts, enfin, il est dangereux. Donc, c'est quand même important de le savoir. Mais pourquoi avoir tenté pourquoi n'être pas resté sur le vaccin classique, on va dire, de la poliomyélite ? C'est parce que c'est des fous. C'est la même chose que le Covid. Le Covid, si vous voulez, si vous regardez la vaccination, ma position sur le Covid qui n'a jamais changé. Je suis content d'ailleurs parce que j'ai une correspondance tardive avec Delfrécy qui me dit qu'il était d'accord avec moi maintenant. Oui. C'est intéressant. C'est intéressant, oui. Oui. Moi, je disais, écoutez, vous faites le vaccin à des gens qui ont plus de 65 ans, c'est-à-dire des gens qui risquent de faire une forme grave, de mourir. Vous savez, avant 50 ans, il n'y a pas de mort. Il y a un pour 10 000 et seulement qu'il y a une pathologie associée. Il n'y en a pas. Ce n'est pas la peine de les vacciner. Sauf si vous croyez, vous prenez pour Dieu et que vous croyez que vous allez éradiquer le virus. Que vous ne comprenez pas, dont vous ne savez même pas qu'il y a des coronavirus à côté qui vont se remélanger avec lui. D'accord ? C'est la même chose, c'est passé dans la poliomyélite. C'est passé dans la poliomyélite, c'est le projet d'éradication qui est devenu maintenant le Graal, si vous voulez, de la vaccinologie, parce qu'il y a eu l'éradication peut-être définitive, mais peut-être temporaire, de la variole, si vous voulez. Et donc, on dit, mais donc le but, mais la variole, c'était 100% des gens qui étaient infectés étaient malades. Donc, c'était facile à repérer. Si vous n'avez pas 100%, c'est que le virus est capable de faire des choses un peu compliquées.
Et puis surtout, un taux de mutation des virus ARN qui est absolument extraordinaire. Donc on n'a pas pu éradiquer d'autres malades. C'est le Graal, l'éradication, mais on n'a pas pu. Et il s'est pris, dans la fin du XXe siècle, un désir d'éradiquer un certain nombre de maladies transmissibles. Et quand le Covid est arrivé, l'idée était, et l'idée vraiment de l'OMS et Bill Gates, était d'éradiquer le Covid. Mais c'est une idée de fou. Alors, est-ce que c'est une idée de fou ou est-ce que c'est une idée intéressée? Parce que je cite un extrait de votre livre. Vous dites « 5 mois après que nous avons identifié les premiers variants, l'OMS reconnaissant enfin leur existence, la reconnaissance des variants a posé des problèmes politiques et industriels considérables, car s'il existe des variants comme dans la grippe, certaines formes du virus échapperont aux stratégies vaccinales mises en place. Problème, en effet, et vous dites pour la grippe, le phénomène des variants est bien connu, et c'est pour ça que d'ailleurs ça ne marche pas à tous les coups et qu'on mise finalement sur certains virus circulants, mais c'est une forme de pari pour le virus de la. C'est un pari annuel. Un pari annuel pour la grippe. Mais si on revient sur la stratégie pour le Covid, par exemple, c'est la même chose. Et là, vous l'écrivez bien. Vous dites qu'il y a un problème et politique et industriel. C'est-à-dire qu'évidemment, eux, ils ont dans l'intérêt de vendre leur vaccin et puis pourquoi pas d'en vendre plusieurs. Donc à chaque fois de refaire des paris sur des nouvelles. De toute manière, on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement parce que c'est des virus qui sont variables. Donc, vous pouvez très bien. Moi, ça me choque pas qu'on dise, écoutez, quand le virus est très dangereux, on fait maintenant une technique et qu'on n'a pas de ressources autres, c'est-à-dire qu'on est à une situation compassionnelle. Il faut vraiment retenir ce titre, compassionnel. Eh bien, on a le droit de prendre des risques et de dire, écoutez, une situation compassionnelle, on ne va pas laisser des centaines de milliers de gens mourir, on va les vacciner, même si on n'a pas fini les évaluations. Mais à partir du moment où le virus change, et donc il y a eu un vrai débat pour dire, est-ce qu'il change vraiment? Est-ce que le virus d'avant protège contre ce nouveau virus? On a été les premiers à avoir une démonstration formelle que la première infection par le Covid ne protégeait pas contre les variants. Et on a montré que c'était formel, on a montré qu'on ne pouvait pas se tromper parce qu'on a fait l'analyse génétique des 2 prélèvements pour montrer que c'était le même humain qui avait fait des infections par 2 virus différents. Et donc, mais le premier variant, le fait d'avoir attrapé le premier variant ne protégeait pas contre les suivants, mais donc le fait d'être vacciné selon la typologie du premier variant ne protégeait pas des suivants non plus. Non, mais c'est bien de le dire. C'est ce que je disais. Oui. Mais c'est pour ça que ça a été l'idée. Nous, on a été les premiers au monde à parler de variants. Il a fallu 3 mois pour que l'OMS reconnaisse qu'il y avait la variant. Oui. Donc, ça remettait en cause toute une stratégie qui était... Là aussi, vous savez, on ne peut pas empêcher, mais c'est comme Darwin, ce n'est pas la faute de Darwin, on ne peut pas empêcher les hommes de vouloir tout contrôler. C'est pas ça. Les hommes, à l'époque, vous êtes trop jeune. Je ne vous dis pas que des choses agréables. Moi, quand j'étais jeune, mon film préféré, c'était Shadok. Vous avez entendu parler de Shadok? Bien sûr, oui. Et Shadok, et c'est assez bien fait. Les Shadok ont 4 cases. Et donc, les humains ont 4 cases, pour les plus intelligents, parce qu'il y en a qui en ont que 3, il y en a qui en ont que 2. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça qu'on est dans un monde binaire, si vous voulez. Et donc, parmi les plus grandes difficultés, il y a eu les difficultés avec les virologues eux-mêmes. Il y a une partie des virologues, il y a eu un combat comme il y a eu Lamarck contre Cuvier, si vous voulez. Il y a eu un combat au XXe siècle entre les virologues qui pensaient que les virus étaient des biomolécules stables. On revient toujours aux mêmes choses, la stabilité et le mouvement. Oui, c'est intéressant. Et ceux Burnett, qui était, moi, que je croyais, parce que c'est lui qui avait découvert une bestiole sur laquelle j'ai énormément travaillé, qui disait non, c'est comme des microbes, ça change comme les microbes. Et donc, si vous pensez qu'un virus, ce que pensaient énormément, y compris de virologues, que les virus sont des biomolécules, c'est des objets. Et je pense que toute l'équipe à Bill Gates pense que c'est des objets. Et donc, c'est facile, un objet. Vous avez un objet, l'objet est méchant, vous trouvez comment contrer
l'objet qui est méchant et vous avez gagné. Oui, on Mais est dans Walt Disney, quoi. Mais c'est pas un objet. Ça bouge, ça change, ça se recombine, ça fait des mutations, c'est très complexe. Oui. D'ailleurs, vous le dites, il est temps de comprendre que l'homme doit être considéré comme un écosystème et pas comme un individu isolé. On est en permanence donc dans ce mouvement. Alors, je voudrais juste revenir sur une des choses que vous avez évoquées avant d'aller sur votre conclusion. Quand vous parliez de ce virus et de cette vaccination contre la poliomyélite, vous disiez à Gaza. Pourquoi à Gaza particulièrement? C'est parce qu'on a Non, offert parce qu'il y a 3 jours. Non, il y avait... moi, j'ai fait un article que j'ai publié là, avec difficulté, parce que là, vous allez contre des forces qui sont d'une puissance extraordinaire, parce que c'est Bill Gates et l'OMS. Hein, donc vous avez pu le publier tout de même. Je le publie quand même. Sur leur projet, c'est l'éradication du virus de la poliomyélite. D'accord ? Moi, je pense qu'il faut protéger les gens contre la poliomyélite, mais pas faire l'éradication aux dépens de la protection. Il y a maintenant 200 ou 300 cas de poliomyélite vaccinale par an et il y en a 20 ou 30 de poliomyélite naturelle quand même. Donc actuellement, c'est nous qui foutons la poliomyélite aux gens. Et ce qui s'est passé dans ces dernières années, c'est qu'on en a trouvé à Londres. Maintenant, il y a eu un cas à Londres, il y a eu un cas en Israël, avant cette histoire de Gaza. Il y en a eu un à New York. Et donc, moi, j'ai fait un truc en disant il faut arrêter les vaccins vivants. Il faut lutter contre la poliomyélite et pas contre le virus de la poliomyélite. C'est distinct, c'est 2 questions distinctes. Bien sûr. D'accord ? Mais ça va contre le sens du progrès, puisque si vous voulez, les gens disent non, on va inventer des virus vivants, mais qui ne vont pas changer. S'ils arrivent à empêcher les virus de changer, surtout les entérovirus comme ça, parce qu'ils ont beaucoup de copains dans notre tube digestif. Il y a des millions d'entérovirus dans notre tube digestif qui sont très proches du poliovirus. Oui. Alors, d'ailleurs, pour revenir sur l'histoire de quoi vous dites, ça va contre le progrès. Vous revenez sur cette notion de progrès. Vous dites que la science est devenue une religion de substitution. Donc, ça, c'est évidemment tout le contexte de cette recherche que vous avez faite et puis de vos recherches en général scientifiques. Et alors, je voudrais qu'on arrive à cette conclusion, c'est très intéressant, sur finalement les civilisations urbaines et la potentielle fin des civilisations urbaines. Ben, si vous voulez, c'est un peu cette histoire. Je vous ai dit, Darwin, j'ai cliqué sur Darwin parce que je suis, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Hegel, les hommes ont besoin de héros. Donc il faut qu'à un moment, quelqu'un incarne, quand on change les choses, il faut que quelqu'un incarne ça. Mais je ne crois pas aux idoles. Oui. Je ne suis pas un idolâtre. Donc, c'est vrai qu'à un moment, Hegel prenait Napoléon comme héros. Bien, il a importé la Révolution française, il l'a exporté dans le monde entier. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais enfin, ça a été exporté dans le monde entier. C'est un héros, mais il ne faut pas en faire un demi-dieu. Voilà, c'est autre chose. Et d'ailleurs, dans les traditions et les mythologies anciennes, il faut différencier les héros mortels des demi-dieux qui ne le sont plus. Et donc, Darwin est passé de son côté héroïque à étant celui qui porte un message qu'il n'était pas le seul à porter, d'autres le portaient, à une espèce d'idole, si vous voulez. Et moi, quand j'ai vu, alors on faisait des pièces à Darwin, on célébrait Darwin dans le monde entier. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette folie ? Un homme, c'est un homme. C'est pas, on ne peut pas avoir des églises à Darwin. Et j'ai vu que c'était intouchable, parce que dès que vous disiez, non, mais enfin, c'est pas vrai quand même, c'est une baliverne. C'est intéressant qu'il ait représenté un moment, la cristallisation d'une réflexion sur, finalement, comment change-t-on, mais c'est pas un dieu, quoi. Il faut pas le traiter comme ça. Et donc, je cherchais une réflexion de substitution. En plus, je ne crois pas, ça n'est pas pensable, ça n'est pas raisonnable de penser que toutes les espèces qui existent actuellement ont toutes un ancêtre unique. C'est idiot. Vous voyez, il a fallu qu'il y ait quelque chose d'horizontal. Ça ne peut pas être tout vertical. Ils sont trop nombreux. Il faut qu'il y ait eu quelque chose d'horizontal. Et quelque chose d'horizontal, la seule chose qu'on connaisse d'horizontal, c'est ce qui est transmissible.
Ce qui est transmissible, si vous connaissez l'histoire des maladies infectieuses, c'est très récent, on connaît ça, c'est le 19e siècle, la fin du 19e. Les gens ont la théorie du germe, ça a été une bagarre absolument extraordinaire de Pasteur, de Koch, et de faire comprendre que des microbes qu'on voyait par ailleurs et qui ne rendaient pas malades, parmi ceux-là, on n'arrivait pas bien à les distinguer, il y en avait qui rendaient malades. D'accord ? Ça a été un combat extraordinaire. Mais là, si vous parlez de choses qu'on ne voit même pas et qui vous changent, c'est encore plus compliqué à admettre. C'est extraordinairement compliqué à admettre. Mais la question, c'est est-ce que nos changements sont transmissibles ou est-ce qu'ils ne sont pas transmissibles ? Et donc, je vous ai dit, il y a des exemples, la peste. Et puis, si vous regardez, qu'est-ce qui fait qu'une maladie est épidémique ? C'est quand il y a beaucoup d'individus de la même espèce avec une grande densité au même endroit. Et ça s'appelle une ville. D'accord ? Oui. Et quand vous regardez l'histoire de l'humanité, eh bien, vous voyez que jusqu'à présent, toutes les civilisations urbaines ont disparu. Toutes. Donc, c'est peut-être par hasard ou c'est peut-être parce que c'est les conditions qui font la transmissibilité, c'est la densité d'une population à un endroit donné. Et c'est très frappant parce qu'il n'y a pas de continent qui ait échappé à ça. Il y en a en Amérique du Sud, bien sûr, au Proche-Orient, c'est là qu'il y en a le plus, mais il y en a en Europe. Il y en a en Afrique, il y a une ville qui s'appelle Zimbabwe, qui a disparu aussi complètement. Et quand ça disparaît entièrement. Il y en a qui disparaissent. On ne connaît même plus leur langue. On ne sait pas déchiffrer maintenant leur langue. Donc, l'instabilité, comme ça, et ça pour dire que c'est chaotique, c'est pas darwinien, ça, c'est chaotique. C'est vraiment... Il se passe un moment où, quand il y a beaucoup d'humains dans un endroit restreint, eh bien... Et peut-être qu'on est là, moi j'en sais rien, je constate... C'est ce que vous suggérez, on y arrive en tout cas. Même vous dites que la densité de la population est telle, mondiale je veux dire, sur la Terre, qu'on est de plus en plus nombreux. Et donc, de toute façon, cette densité va ne faire pour le moment que se renforcer jusqu'à ce que, oui, on soit tellement nombreux qu'il suffit et puis il y a des phénomènes qui se passent qui sont intrigants. Donc, je ne sais pas s'ils ont à voir, mais par exemple, c'est frappant. Depuis le 21e siècle, si vous voulez, ça vaut ce que ça vaut, le QI, mais c'est une des mesures de l'intelligence, diminue. C'est intéressant, pendant tout le 20e, avec l'alphabétisation, il a augmenté, l'effet de Flynn, et puis maintenant, il diminue. La taille, ce qui est très... Dans les sociétés, justement, comment dire, très développées, entre guillemets. Parce oui, développées, mais c'est pas non plus si simple, parce que celles qui restent intelligentes, entre guillemets, mesurées par qui, c'est celles qui sont... C'est l'Extrême-Orient, et c'est celles qui sont en train de disparaître physiquement, parce que c'est elles qui ont le taux de reproduction le plus bas. Et le Japon... Ils sont, je ne sais pas combien, 0,7, 0,8, c'est inouï. Il n'y aura plus de japonais. Donc, ça, c'est très frappant. La deuxième chose qui est très frappante, vous voyez, ça va contre tout. Je déteste les modélisateurs, vous avez bien compris ça. Oui. La plupart du temps, c'est juste des gens qui prolongent la courbe de ce qu'il y avait avant. Mais les gens pensaient, moi je me rappelle, il y a un truc qui s'appelle Word in Data, financé encore par notre ami Bill Gates, qui prédisait qu'on vivrait 120 ans, si vous voulez. La taille, c'est pareil. Ceux qui surveillent le plus la taille des humains, c'est les Hollandais, parce que c'était les plus grands. Bien, depuis le début du 21e siècle, les Hollandais rapetissent. C'est extraordinaire. La petite taille, c'est le stade ultime de l'évolution. Je dis ça parce que pour m'envoyer une fleur, vous l'aurez compris. Donc, les Hollandais ont perdu 2,5 cm depuis le 21e siècle chez les gosses de 20 ans. C'est frappant. Donc, si vous voulez, l'évolution, d'abord, c'est pas linéaire. Toutes les espèces ne changent pas et n'évoluent pas. Les bactéries, par exemple, moi j'ai cultivé des bactéries qui avaient 1,3 million d'années, d'accord, qui étaient dans le permafrost. Bon, c'est les mêmes que maintenant, hein. Donc elles n'ont pas changé. Donc si vous regardez les bactéries, vous en foutez, c'est tout petit, de manière on ne les voit pas. Bon, vous regardez, vous savez ce que c'est que les animaux les plus fréquents à la surface de la Terre ? Non. Les termites. Ah oui. Et les termites construisent des villes qui vont jusqu'à 1,5 million d'habitants. Vous en parliez dans l'antibiotique déjà.
Et c'est tout à fait extraordinaire. Ils ont inventé l'agriculture des milliers d'années avant nous. Ils cultivent les champignons, d'accord ? Et ils les mangent, d'accord ? Parce que cette espèce-là ne digère pas le cellulose. Donc, dans leur cathédrale, là, ils ont un endroit dans lequel ils défèquent, dans lequel ils mettent le cellulose. Ils apportent des spores de champignons. C'est des champignons comestibles, d'ailleurs. Et d'ailleurs, les plus gros champignons du monde sont issus de termitières d'Afrique du Sud. Et ces champignons leur servent de nourriture. Et ils importent avec des petits arthropodes, des choses qui ressemblent à des insectes, qui sécrètent des antibiotiques pour empêcher de tuer les champignons. Donc, ils ont... Et ça, les termites, ça est apparu il y a probablement 600 millions d'années. Oui. C'est pas hier. Oui. Donc, vous voyez, et les termites de maintenant, ils ressemblent incroyablement à ceux de 600 millions d'années. Là, il n'y a pas d'évolution. Pas de... Sûrement, il y a eu des choses, parce que ça s'est diversifié, si vous voulez, mais la cinétique de l'évolution telle qu'on l'a conçue à partir de Darwin est quelque chose qui n'est pas raisonnable non plus. Tout le monde ne va pas à la même vitesse, tout le monde n'a pas besoin de changer. Oui, c'est ça. Si vous n'avez pas d'écosystème majeur. Alors, professeur Raoult, pour conclure, on a compris votre propos et ce livre Homo Chaoticus, de toute façon, j'invite tout le monde à se le procurer pour bien comprendre, parce que tout est évidemment beaucoup plus développé dans le livre aux éditions Michel Lafon. Mais pour conclure, ce que vous dites par exemple sur la baisse du QI, sur la baisse de la taille, etc., est-ce que... Là, je vais poser une question, je pense que ça va vous déplaire en tant que scientifique, mais est-ce que philosophiquement, il y a un sens ? Est-ce qu'on peut comprendre ça ? Franchement, non. En plus, vous savez, moi, je fais jamais d'interprétation. Je fais jamais de prédiction. Je me méfie des interprétations. Ce que je crois que les gens qui prédisent sont des fous. C'est mon opinion. Ou des prophètes. Alors, de temps en temps, ils ont raison, c'est les prophètes. Mais la plupart du temps, c'est des fous. Mais l'homme ne peut pas résister, les humains n'arrivent pas à résister à ce qu'on leur prédise l'avenir. Regardez des trucs, vous croyez quand même pas, vraiment, vous croyez quand même pas qu'en regardant des cartes, quand même, on va vous prédire ce qui va vous arriver. Vous ne le croyez pas. Non, non. Mais il y a beaucoup de gens qui le font. Oui. Vous ne croyez pas que quand vous lisez dans un journal, vous allez découvrir l'amour cette semaine. Vous ne croyez pas que c'est vrai. Mais je crois que si le professeur Raoult me dit la baisse de QI, la baisse de la taille, je ne sais pas quoi, ça peut être la fin ou le début de la fin, ou peut-être le commencement de l'annoncement d'une transformation de l'homme. Ça m'intéresse, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Oui, mais ça veut dire que vous me feriez rentrer dans la catégorie de ceux qui prédisent. Oui. Moi, j'en sais rien du tout. Il est bien possible, par exemple, je ne sais pas si j'en parle dedans, si je croyais les prédicteurs, et hier d'ailleurs il y avait une table de gens qui étaient tous très intelligents d'ailleurs, hein, et je leur disais, vous savez, on s'est rendu compte qu'au néolithique, les hommes étaient plus grands qu'au 19e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Beaucoup plus grands, ils avaient notre taille. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, vous me direz, pour trouver des explications, il y a autant d'imbéciles que pour prédire l'avenir. Hein. Donc il y en a qui vont dire c'est parce qu'ils mangeaient du gibier, d'autres qui mangeaient des protéines, d'autres. C'est la faute de l'agriculture. C'est le truc, c'est parce qu'on a inventé l'agriculture qu'ils sont devenus petits, ou les villes. Les villes qui sont devenues, alors que nous, on avait plutôt vu dans le XXe siècle que dans les villes, ils devenaient plus grands que dans les campagnes. Mais maintenant, on voit l'inverse. Vous voyez, les gens aux États-Unis, ils sont perturbés par cette histoire de QI, et donc ils se rendent compte que ceux qui sont à la campagne sont moins bêtes que ceux qui sont dans les villes. Vous voyez ? Alors que pendant tout le XXe siècle, on a dit ceux qui sont dans la ville sont plus développés. Vous voulez que je fasse des prédictions avec ça ? Non, j'essaye de comprendre, c'est tout. On a envie de comprendre. Non, mais c'est déjà bien d'observer, oui. Vous savez. Alors on observe. Merci beaucoup, professeur Raoult. Homo Chaoticus, révolution dans l'évolution. En tout cas, Darwin en prend pour son grade, vous l'aurez compris. Merci à vous tous. On était extrêmement nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas, je vous le rappelle, que nous commençons une nouvelle année, que nous ne pourrons pas la finir si nous n'avons pas
votre aide. Je sais que beaucoup ont participé déjà à cette campagne de dons que nous lançons. Merci infiniment à vous. Pour ceux qui peuvent le faire, il y a un lien. Nous aimons surtout les dons réguliers, donc vous pouvez vous abonner à ce don, ce qui nous permet vraiment d'avoir une visibilité sur toute l'année. Merci à vous tous et à demain. On parlera encore, on reviendra sur le débat entre Donald Trump et Kamala Harris, je vais y arriver. Et puis on reviendra sur l'école avec Sophie Audugé. À demain, 7h30.